Armand-Jean du Plessis naît le 9 septembre 1585 dans une famille noble, mais pas n'importe laquelle. Son père François occupe le poste de grand prévôt de France sous Henri III. La famille possède des terres, un titre, mais surtout une conscience aiguë des rouages du pouvoir. Armand est le troisième fils, et dans l'aristocratie française du XVIe siècle, cela signifie une chose: l'Église. L'aîné hérite du titre et des terres. Le cadet entre dans l'armée, le troisième devient évêque. C'est la règle, mais le destin frappe violemment. Son père meurt en 1590, alors qu'Armand n'a que 5 ans. La famille se retrouve criblée de dettes, avec un patrimoine à sauver. Le jeune garçon grandit dans cette atmosphère de tension financière, apprenant très tôt que l'argent et le pouvoir sont indissociables. Son frère aîné hérite du domaine, son second frère Alphonse devait devenir évêque de Luçon, un évêché modeste mais stratégique pour la famille, sauf qu'Alphonse refuse net. Il veut être moine chartreux, vivre dans la contemplation et la prière. Armand a 15 ans quand cette bombe éclate dans la famille. L'évêché de Luçon risque de leur échapper, et avec lui, les revenus qui vont avec. Quelqu'un doit endosser cette charge, et vite. Armand comprend qu'il n'a pas le choix. Il abandonne ses études militaires au collège de Navarre et se tourne vers la théologie. Ce n'est pas une vocation spirituelle qui le guide, mais une nécessité pragmatique. Il doit sauver sa famille de la ruine. En 1606, à 21 ans seulement, il devient évêque de Luçon. Normalement, l'âge minimum pour être évêque est de 23 ans, mais Armand trouve une solution. Il falsifie son acte de naissance pour se vieillir de 2 ans. Le pape Paul V finit par accepter sa nomination. Le jeune évêque arrive dans un diocèse pauvre, délabré par les guerres de religion. Luçon n'est qu'un marécage du Poitou, loin de Paris, loin du pouvoir. Mais Armand ne voit pas cela comme un exil, il voit une opportunité d'apprentissage. Pendant 5 ans, Richelieu administre son diocèse avec une discipline de fer. Il visite chaque paroisse, inspecte les comptes, forme les prêtres, reconstruit les églises. Ce n'est pas un pasteur contemplatif, c'est un gestionnaire obsédé par l'ordre et l'efficacité. Il découvre que diriger des hommes, même au nom de Dieu, c'est d'abord une question d'organisation et de contrôle. Il apprend à manipuler les réseaux d'influence, à identifier les personnes clés, à savoir qui soutenir et qui écarter. En 1614, les États généraux sont convoqués à Paris. C'est la première fois depuis 1588 que le royaume entier se réunit pour débattre des affaires du pays. Richelieu est élu député du clergé du Poitou. Il a 29 ans et c'est sa première entrée dans l'arène nationale. Pendant les sessions, il se fait remarquer par son éloquence et son intelligence politique. Il ne parle pas comme un curé de campagne, mais comme un homme qui comprend les mécanismes du pouvoir. C'est là qu'il rencontre Leonora Galigai, la confidente de Marie de Médicis, la reine-mère qui assure la régence pour son fils Louis XIII, encore mineur. Leonora et son mari Concino Concini dominent la cour, et Marie de Médicis leur fait une confiance aveugle. Richelieu comprend immédiatement qu'ils sont la porte d'entrée vers le pouvoir. Il se rapproche d'eux, offre ses services, fait preuve d'une loyauté apparente. En novembre 1616, il est nommé secrétaire d'État à la guerre et aux affaires étrangères. C'est une ascension fulgurante pour un évêque de province. Mais cette promotion ne durera que 6 mois. En avril 1617, Louis XIII, qui a 16 ans, décide de prendre le pouvoir par la force. Il fait assassiner Concini dans la cour du Louvre. Leonora Galigai est arrêtée, jugée pour sorcellerie et décapitée. Marie de Médicis est exilée à Blois. Richelieu, trop lié aux Concini, tombe avec eux. Il est renvoyé et assigné à résidence dans son évêché de Luçon. Puis, pour plus de sécurité, on l'exile à Avignon, loin de toute influence. Pour beaucoup d'hommes, ce serait la fin. Richelieu a 32 ans, et sa carrière politique semble terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Mais Richelieu refuse d'accepter cet échec. Depuis Avignon, il entretient une correspondance secrète avec Marie de Médicis, toujours exilée à Blois. Il se positionne comme le seul intermédiaire possible entre la reine-mère et son fils. Il conseille Marie, la calme, l'empêche de commettre des erreurs qui aggraveraient sa situation. En février 1619, Marie de Médicis s'évade de Blois
et rejoint les nobles qui se révoltent contre Louis XIII. Le royaume bascule au bord de la guerre civile. Marie de Médicis, soutenue par une partie de la noblesse, exige son retour à la cour et la destitution des favoris de Louis XIII. Le roi refuse. Les deux camps lèvent des armées. C'est une situation explosive qui pourrait ravager le pays. Et c'est exactement là que Richelieu intervient. Il se propose comme négociateur. Il n'appartient plus au gouvernement, il n'a aucun titre officiel, mais il connaît les deux parties. Louis XIII et son entourage acceptent, par défaut. Richelieu va négocier directement avec sa mère. Pendant des semaines, il fait la navette entre les deux camps. Il parle à Marie, puis à Louis, puis à Marie encore. Il convainc chacun de faire des concessions, de reculer sur certains points, de garder la face sans perdre l'essentiel. En août 1620, le traité d'Angers est signé. Marie de Médicis peut rentrer à la cour. Louis XIII accepte de pardonner les nobles qui se sont révoltés. La guerre civile est évitée. Et Richelieu vient de démontrer quelque chose de fondamental. Il est le seul homme capable de maintenir la paix dans ce royaume fracturé. Louis XIII, qui jusqu'alors le voyait comme un ennemi, commence à reconsidérer son jugement. Le roi a besoin de Richelieu, même s'il ne l'aime pas particulièrement. En 1622, pour récompenser ses services, Louis XIII obtient du pape qu'il soit nommé cardinal. Richelieu a 37 ans et devient l'un des princes de l'Église. Ce n'est pas qu'un titre honorifique. Dans la France de l'époque, être cardinal signifie avoir un poids politique considérable, être intouchable, disposer d'un réseau international via le Vatican. En avril 1624, le cardinal de La Rochefoucauld, qui occupe la fonction de principal ministre, démissionne. Il est vieux, fatigué, dépassé par les complots qui minent la cour. Louis XIII cherche quelqu'un de solide, quelqu'un qui puisse tenir la barre sans fléchir. Le 29 avril 1624, Richelieu entre officiellement au Conseil du roi. Quelques mois plus tard, en août, il devient principal ministre d'État. Ce titre n'est pas celui de Premier ministre au sens moderne. C'est quelque chose de plus flou, mais en pratique, cela signifie qu'il dirige l'ensemble de la politique du royaume. Louis XIII lui délègue une autorité considérable. Richelieu ne se contente pas de conseiller le roi, il décide, il ordonne, il exécute. Et Louis XIII le laisse faire parce qu'il reconnaît en lui une compétence et une détermination qu'il ne trouve chez personne d'autre. Richelieu a une vision claire de ce qu'il veut accomplir. Il l'énonce dans un document qu'il rédige pour le roi et qu'il appellera plus tard son testament politique. 3 objectifs: détruire les Huguenots en tant que force politique, abaisser l'orgueil des grands nobles et relever le prestige de la France face aux puissances étrangères, particulièrement l'Espagne des Habsbourg. C'est un programme de transformation radicale du royaume, et il compte bien le mener à terme. Les Huguenots, les protestants français, posent un problème majeur. Depuis l'édit de Nantes en 1598, ils bénéficient d'une tolérance religieuse et, surtout, de places fortes militaires disséminées dans tout le royaume. La Rochelle, Montauban, Montpellier sont de véritables États dans l'État, avec leur propre garnison, leurs fortifications, leur autonomie politique. Richelieu considère cette situation comme intolérable. Un royaume ne peut pas être vraiment uni si une partie de ses sujets dispose de sa propre armée. En 1625, les tensions s'aggravent. Les Huguenots, inquiets des intentions du pouvoir royal, se rapprochent de l'Angleterre protestante. Le roi d'Angleterre Charles Ier voit là une occasion d'affaiblir la France et de s'implanter sur le continent. En juin 1627, une flotte anglaise débarque sur l'île de Ré, près de La Rochelle, avec 6000 hommes. L'objectif est clair: soutenir les protestants français et ouvrir un front qui pourrait embraser tout le royaume. Richelieu réagit avec une rapidité et une détermination qui surprennent tout le monde. Il mobilise une armée royale, ordonne le siège de La Rochelle et décide personnellement de le superviser sur place. Louis XIII et lui s'installent dans un camp militaire à proximité de la ville. Ce n'est pas une simple opération militaire, c'est un affrontement symbolique. Richelieu sait que s'il échoue, son autorité sera détruite et le royaume basculera dans le chaos. Le siège commence le 10 septembre 1627. La Rochelle est une ville fortifiée, approvisionnée par la mer grâce à son port. Tant que les Anglais peuvent la ravitailler, elle peut tenir indéfiniment. Richelieu comprend qu'il faut couper cet accès maritime. Il ordonne la construction d'une digue gigantesque à l'entrée du port, une barrière de près de 1500 mètres
qui bloque totalement l'accès aux navires. C'est un projet d'ingénierie colossal qui mobilise des milliers d'ouvriers pendant des mois. Les Rochelais résistent avec acharnement. Ils espèrent que l'Angleterre enverra une nouvelle flotte pour les secours. En mai 1628, une armée anglaise tente effectivement de forcer le blocus, mais elle est repoussée. Puis une seconde tentative en septembre échoue également. À l'intérieur de la ville, la famine s'installe. Les habitants mangent les chevaux, puis les chiens, puis les rats. Les morts s'accumulent dans les rues. Sur les 28 000 habitants que comptait La Rochelle au début du siège, seuls 5 000 sont encore en vie en octobre 1628. Le 28 octobre 1628, après 13 mois de siège, le maire de La Rochelle, Jean Guiton, se présente devant Richelieu pour négocier la reddition. Le cardinal accepte la capitulation, mais refuse toute négociation. La Rochelle doit se rendre sans condition. Louis XIII entre dans la ville le 1er novembre. Les fortifications sont démantelées, les privilèges politiques supprimés. Les Rochelais conservent leur liberté de culte, mais perdent toute autonomie militaire et politique. Pendant que Richelieu assiège La Rochelle, la noblesse française complote contre lui. Les grands seigneurs supportent mal l'autorité d'un cardinal qui les traite comme de simples sujets. Ils veulent un retour à l'époque où ils pouvaient défier le roi, lever des armées privées, se battre en duel pour des questions d'honneur. Richelieu incarne tout ce qu'il déteste, l'ordre, la discipline, l'obéissance absolue à la couronne. En 1626, un jeune noble nommé Henri de Talleyrand, comte de Chalais, monte une conspiration. Le plan est simple mais audacieux. Assassiner Richelieu, forcer Louis XIII à se séparer de sa femme Anne d'Autriche, qui n'a toujours pas donné d'héritier au roi après 11 ans de mariage, marier le frère du roi, Gaston d'Orléans, à la riche héritière Marie de Montpensier et placer Gaston sur le trône. C'est un coup d'État en bonne et due forme. Mais Richelieu dispose d'un réseau d'espions efficace. Il est informé du complot avant même qu'il ne soit vraiment organisé. Il laisse les conspirateurs avancer, collecte les preuves, identifie tous les participants. Puis il frappe brutalement. Chalais est arrêté en juillet 1626. Son procès est expéditif. Il est condamné à mort et exécuté le 19 août à Nantes. L'exécution est atroce. Le bourreau habituel refuse de s'occuper de l'affaire car Chalais est un noble de haut rang. Un remplaçant improvisé doit s'y reprendre à 34 coups de sabre avant de réussir à trancher la tête du condamné. Cette exécution envoie un message clair à toute la noblesse. Comploter contre Richelieu, c'est comploter contre le roi, et cela se paie de sa vie. Plusieurs nobles impliqués dans la conspiration fuient à l'étranger. La duchesse de Chevreuse, l'une des instigatrices du complot, s'exile en Lorraine. Gaston d'Orléans, le frère du roi, échappe aux poursuites parce qu'il est du sang royal, mais il est humilié publiquement et perd toute crédibilité. Richelieu ne s'arrête pas là. En 1626, il fait promulguer un édit royal qui interdit formellement les duels. Dans la France de l'époque, se battre en duel est une pratique courante chez les nobles. C'est une question d'honneur, de virilité, de prestige. Mais ces duels tuent des centaines de nobles chaque année, vidant le royaume de ses officiers et de ses guerriers. Richelieu considère que c'est un gaspillage intolérable. L'édit stipule que quiconque se bat en duel sera condamné à mort, quel que soit son rang. Les nobles testent immédiatement la détermination du cardinal. En mai 1627, François de Montmorency-Bouteville, un duelliste notoire qui a déjà participé à 22 duels, provoque le comte de Beuvron en plein cœur de Paris, place Royale, l'actuelle place des Vosges, en plein jour, comme un défi direct à l'autorité royale. Richelieu ordonne leur arrestation immédiate. Bouteville et Beuvron sont jugés, condamnés à mort et décapités le 22 juin 1627 en place de Grève. Bouteville appartient à l'une des plus grandes familles de France. Son exécution provoque un choc dans toute l'aristocratie. Mais Richelieu ne fléchit pas. La loi s'applique à tous, sans exception. Le principal ennemi de Richelieu ne se trouve pas parmi les nobles conspirateurs ou les protestants rebelles. Il est au cœur même de la cour. Marie de Médicis, la reine-mère, celle-là même qui l'a introduit dans les cercles du pouvoir. Marie de Médicis déteste la politique étrangère de Richelieu. Le cardinal mène une guerre indirecte contre l'Espagne des Habsbourg, soutenant les protestants allemands dans la guerre de 30 ans.
Pour Marie, fille de Médicis et profondément catholique, c'est une trahison. Comment un cardinal peut-il soutenir des hérétiques contre le royaume très catholique d'Espagne? Marie de Médicis tente à plusieurs reprises de convaincre Louis XIII de renvoyer Richelieu. Elle réunit autour d'elle ce qu'on appelle le parti dévot, composé de nobles et de religieux qui veulent la paix avec l'Espagne et la priorité à la défense du catholicisme. Le garde des Sceaux. Michel de Marillac, frère du maréchal de France, est leur chef de file. Il multiplie les intrigues, les pressions, les manœuvres pour isoler Richelieu. En septembre 1630, Louis XIII tombe gravement malade à Lyon. Il est atteint de dysenterie et manque de mourir. Richelieu, présent à son chevet, pense que sa fin est proche. Si le roi meurt, Gaston d'Orléans deviendra roi, et Richelieu sera immédiatement arrêté et probablement exécuté. Mais Louis XIII survit. Une fois rétabli, il rentre à Paris, mais les tensions avec sa mère atteignent un point de rupture. Le 10 novembre 1630, Marie de Médicis convoque son fils au palais du Luxembourg. Elle a préparé cette entrevue depuis des semaines. Elle compte exiger de Louis XIII qu'il choisisse, elle ou Richelieu. L'un des deux doit partir et elle est certaine que son fils choisira sa mère. Louis XIII arrive vers midi. Marie l'emmène dans ses appartements privés et commence à lui parler. Elle pleure, elle supplie, elle exige qu'il renvoie ce cardinal qui trahit la foi catholique et déshonore la France. Richelieu, qui n'était pas convié à cet entretien, apprend ce qui se passe. Il se précipite au Luxembourg et force l'entrée des appartements de la reine-mère. Marie de Médicis explose de rage. Elle hurle contre Richelieu, l'accuse de tous les maux, exige son renvoi immédiat. Louis XIII assiste à la scène, silencieux, le visage fermé. Richelieu se retire, convaincu que c'est la fin. Les courtisans qui observent la scène sont persuadés que Richelieu va tomber. Ils commencent déjà à changer de camp, à se rapprocher de Marie de Médicis et du parti dévot. Michel de Marillac, sûr de sa victoire, commence à préparer la liste des réformes qu'il mettra en place une fois Richelieu écarté. Tout le monde attend l'annonce officielle du renvoi du cardinal. Mais Louis XIII ne dit rien. Il quitte le Luxembourg et se retire dans son petit château de Versailles, un pavillon de chasse qu'il affectionne particulièrement. Richelieu, prostré dans son hôtel particulier, ne sait pas quoi faire. Il envisage de fuir, de demander asile au pape, d'abandonner tout espoir de survie politique. Puis, dans l'après-midi, un message arrive. Louis XIII le convoque à Versailles. Richelieu s'y rend, persuadé qu'il va être arrêté. Au lieu de cela, Louis XIII le reçoit chaleureusement. Le roi lui renouvelle sa confiance totale. Il lui ordonne de rester principal ministre et lui donne carte blanche pour éliminer ses ennemis. Marie de Médicis et le parti dévot viennent de perdre, et ils ne le savent pas encore. Le lendemain, 11 novembre, Louis XIII fait arrêter Michel de Marillac. Il est emprisonné, jugé et condamné. Son frère, le maréchal de Marillac, qui commande une armée en Italie, est rappelé à Paris, arrêté, jugé pour détournement de fonds et décapité en mai 1632. Marie de Médicis est assignée à résidence, puis s'évade et s'exile définitivement en Flandre espagnole. Elle ne reverra jamais son fils et mourra en 1642 à Cologne, dans la misère et l'isolement. Gaston d'Orléans, encore une fois impliqué, est contraint de faire sa soumission publique au roi et à Richelieu. Cette journée qu'on appellera la journée des dupes marque un tournant absolu dans le règne de Louis XIII. À partir de ce moment, plus personne ne remet en cause l'autorité de Richelieu. Le cardinal devient l'homme le plus puissant de France, et Louis XIII, en le soutenant contre sa propre mère, démontre qu'il a fait son choix définitif. L'État prime surtout, même sur les liens familiaux. Richelieu a toujours eu une obsession: l'Espagne. Depuis le début du XVIe siècle, les Habsbourg d'Espagne et d'Autriche dominent l'Europe. Ils contrôlent l'Espagne, les Pays-Bas, une partie de l'Italie, l'Autriche et le Saint-Empire romain germanique. La France est littéralement encerclée. Richelieu considère que tant que cette domination persistera, la France ne pourra jamais être vraiment puissante. La guerre de 30 ans, qui ravage l'Allemagne depuis 1618, offre une opportunité. Au départ, c'est un conflit religieux entre princes protestants et catholiques du Saint-Empire. Mais Richelieu voit plus loin. Il comprend que cette guerre peut affaiblir durablement les Habsbourg. Dès 1624, il commence à soutenir financièrement les princes protestants allemands, puis la Suède,
puis les Provinces-Unies néerlandaises. Il envoie de l'argent, des armes, des conseillers militaires, tout ce qui peut prolonger le conflit et épuiser l'Espagne. Cette politique choque profondément les catholiques français. Comment un cardinal peut-il financer des protestants qui massacrent des catholiques? Richelieu ne se soucie pas de ces critiques. Il a une vision géopolitique pure. La religion n'est qu'un outil. L'important, c'est l'intérêt de l'État français. Il exprime cette doctrine dans une formule restée célèbre. La raison d'État doit primer sur toute autre considération. En 1635, la France entre officiellement en guerre contre l'Espagne. Ce n'est plus un soutien indirect, c'est une guerre ouverte. Les armées françaises attaquent sur tous les fronts, en Flandre, en Lorraine, en Italie, en Catalogne. Richelieu mobilise des ressources considérables, lève de nouveaux impôts, réorganise l'armée, nomme des généraux compétents plutôt que des nobles incompétents. Les premières années sont catastrophiques. En 1636, les Espagnols envahissent le nord de la France et atteignent Corbie, à 100 km de Paris. La panique s'empare de la capitale. Beaucoup fuient vers la Loire. Richelieu mobilise toutes les forces disponibles, rappelle des troupes d'autres fronts, lève une nouvelle armée en quelques semaines. Louis XIII prend personnellement le commandement et reconquiert Corbie en novembre 1636. C'est un tournant psychologique majeur. À partir de 1637, la situation militaire s'améliore progressivement. Les Français prennent des places fortes en Artois et en Roussillon. En 1640, la Catalogne se révolte contre Madrid et Richelieu saisit l'occasion pour l'aider. En 1641, le Portugal fait sécession de l'Espagne, soutenu par la diplomatie française. L'empire des Habsbourg commence à se fissurer de toutes parts. Richelieu ne verra pas la victoire finale. Mais quand il meurt en 1642, la France est en position de force. Le traité de Westphalie en 1648 et le traité des Pyrénées en 1659 confirmeront les gains territoriaux français et briseront définitivement l'hégémonie espagnole en Europe. L'œuvre de Richelieu aura porté ses fruits. Richelieu ne se contente pas de faire la guerre. Il entreprend une refonte complète de l'administration française. Son objectif est simple, tout doit passer par l'État. Tout doit être contrôlé par le pouvoir central. Les provinces qui jouissaient d'une certaine autonomie perdent leurs privilèges. Les parlements régionaux, qui avaient le pouvoir de refuser d'enregistrer les édits royaux, sont muselés. Richelieu fait pression, menace, remplace les parlementaires récalcitrants. Il développe le système des intendants, des commissaires royaux envoyés dans chaque province pour superviser l'administration locale, collecter les impôts, juger les litiges, surveiller les nobles. Ces intendants ne sont pas issus de la noblesse locale, ils viennent de Paris et ne doivent leur pouvoir qu'au roi. Ils sont révocables à tout moment et doivent leur rendre des comptes réguliers. C'est une bureaucratie naissante qui court-circuite les pouvoirs traditionnels. Les impôts augmentent massivement pour financer la guerre. La taille, l'impôt principal que paient les roturiers, double puis triple, les paysans sont écrasés. Des révoltes éclatent partout, en Saintonge en 1636, en Périgord en 1637, en Normandie avec la révolte des Nu-Pieds en 1639. Richelieu réprime ces soulèvements avec une violence extrême. Des régiments entiers sont envoyés dans les campagnes. Les meneurs sont pendus, les villages rebelles sont incendiés, les privilèges fiscaux supprimés. Richelieu considère que ces révoltes sont manipulées par les nobles qui veulent affaiblir le pouvoir royal. Il n'a pas entièrement tort. Plusieurs grands seigneurs profitent du mécontentement populaire pour fomenter des troubles, mais Richelieu ne fait aucune distinction entre les nobles intrigants et les paysans affamés. Il frappe tout le monde avec la même brutalité. En 1632, Henri II de Montmorency, gouverneur du Languedoc et l'un des plus grands seigneurs de France, se révolte ouvertement contre le roi. Il lève une armée avec l'aide de Gaston d'Orléans, encore lui, et marche sur Paris. Richelieu envoie une armée royale qui écrase les rebelles à Castelnaudary le 1er septembre 1632. Montmorency est blessé, capturé, jugé et condamné à mort. Malgré les supplications de toute la noblesse française, malgré les lettres du pape, Richelieu refuse toute clémence. Montmorency est décapité le 30 octobre 1632 à Toulouse. Cette exécution marque un point de non-retour. Montmorency n'était pas un conspirateur mineur comme Chalais, c'était un duc et pair de France, maréchal,
gouverneur d'une province, lié aux plus grandes familles du royaume. En le faisant exécuter, Richelieu démontre qu'absolument personne n'est au-dessus de la loi royale. Richelieu bâtit le premier véritable réseau d'espionnage centralisé de l'État français. Il dispose d'agents dans toutes les cours européennes, dans les principales villes françaises, à la cour elle-même. Ces espions interceptent des lettres, soudoinent des domestiques, infiltrent les cercles de conspirateurs. Le cardinal consacre des sommes considérables à ce réseau, payant grassement ses informateurs. Le père Joseph, un capucin nommé François Leclerc du Tremblay, est son bras droit dans ces opérations. On le surnomme l'éminence grise, par opposition à l'éminence rouge qu'est Richelieu. Le père Joseph voyage dans toute l'Europe, négocie avec les princes allemands, recrute des agents, monte des opérations de désinformation. C'est un homme invisible qui tire les ficelles dans l'ombre. Richelieu fait aussi ouvrir le courrier. Un bureau spécial, le cabinet noir, est installé à la Poste de Paris. Des employés y travaillent jour et nuit, ouvrant les lettres, en copiant le contenu, puis les recélant avec une telle habileté que les destinataires ne se doutent de rien. Le cardinal reçoit chaque matin des rapports détaillés sur les correspondances suspectes. Ce système lui permet de déjouer la plupart des complots avant même qu'ils ne se concrétisent. Quand la duchesse de Chevreuse tente d'organiser depuis l'étranger une nouvelle conspiration en 1637, Richelieu intercepte ses lettres et arrête ses complices avant qu'ils n'aient pu agir. Quand le marquis de Cinq-Mars, favori de Louis XIII, monte un complot avec l'Espagne en 1642, c'est encore grâce au réseau d'espions que Richelieu découvre le traité secret signé avec Madrid. Henri Coiffier de Ruzé, marquis de Cinq-Mars, est un jeune noble ambitieux et arrogant. Louis XIII en fait son favori en 1639, alors qu'il n'a que 19 ans. Le roi, qui souffre de crises de mélancolie et de maladies chroniques, s'attache à ce garçon beau et spirituel. Il le nomme grand écuyer de France, lui offre des terres, des titres, de l'argent. Cinq-Mars croit qu'il peut désormais rivaliser avec Richelieu. En 1641, Cinq-Mars demande à Louis XIII de le nommer connétable de France, la plus haute dignité militaire du royaume. Mais Richelieu s'y oppose formellement. Il voit en Cinq-Mars un intrigant dangereux qui cherche à remplacer le cardinal dans la confiance du roi. Louis XIII, coincé entre son favori et son ministre, tergiverse. Cinq-Mars, humilié, décide de se débarrasser de Richelieu. Il monte une conspiration avec Gaston d'Orléans, décidément incapable d'apprendre de ses erreurs, et négocie secrètement avec l'Espagne. Le plan est simple, assassiner Richelieu, signer la paix avec Madrid en échange de concessions territoriales et placer Gaston d'Orléans à la tête d'un gouvernement qui contrôlerait Louis XIII. En mars 1642, Cinq-Mars et l'ambassadeur d'Espagne signent un traité secret à Lyon. Mais un agent de Richelieu obtient une copie du traité. Le cardinal, malade et affaibli, rassemble ses dernières forces. Il présente les preuves à Louis XIII. Le roi, cette fois encore, choisit Richelieu. Cinq-Mars et son complice François-Auguste de Thou sont arrêtés en juin 1642. Ils sont jugés par une commission spéciale à Lyon et condamnés à mort. Le 12 septembre 1642, ils sont décapités sur la place des Terreaux. Gaston d'Orléans, une fois de plus, trahit ses complices et obtient son pardon en livrant tous les détails de la conspiration. C'est la 5e ou 6e fois qu'il complote contre Richelieu et qu'il s'en sort en dénonçant ses alliés. Mais cette fois, il est définitivement discrédité. Plus personne ne lui fait confiance. Richelieu comprend avant beaucoup d'autres l'importance de l'opinion publique. Il crée ce qu'on pourrait appeler la première machine de propagande moderne. Il subventionne des écrivains, des pamphlétaires, des journalistes qui défendent sa politique et attaquent ses ennemis. La Gazette de France, fondée en 1631 par Théophraste Renaudot avec le soutien financier du cardinal, est le premier journal régulier français. Richelieu lui dicte souvent les articles, contrôle ce qui peut être publié ou non. Il fait rédiger des libelles contre Marie de Médicis après la journée des dupes, expliquant pourquoi elle a été écartée du pouvoir. Il fait publier des justifications de l'alliance avec les protestants allemands, présentant cela comme une nécessité stratégique pour la survie de la France. Quand il fait exécuter des nobles, il fait imprimer et distribuer des récits de leurs crimes pour légitimer les condamnations. Richelieu n'hésite pas non plus à écrire lui-même. Il rédige des mémoires,
des traités politiques, des pièces de théâtre même. Il veut contrôler son image, façonner la perception que les Français ont de lui. Il se présente comme le serviteur dévoué du roi et de l'État, prêt à sacrifier sa popularité pour le bien du royaume. Il fonde l'Académie française en 1635. Officiellement, c'est pour standardiser et perfectionner la langue française. En réalité, c'est aussi un moyen de contrôler les intellectuels. Les académiciens reçoivent des pensions, des privilèges, en échange de leur loyauté. Richelieu choisit personnellement les membres, élimine ceux qui lui sont hostiles, favorise ceux qui le soutiennent. L'Académie devient un instrument de soft power, diffusant une certaine vision de la culture et de la politique française. Richelieu ne se contente pas du pouvoir politique, il accumule aussi une fortune colossale. Il reçoit des revenus de multiples sources, ses bénéfices ecclésiastiques en tant qu'évêque et abbé de plusieurs monastères, ses pensions royales, les cadeaux et pots de vin que lui versent ceux qui sollicitent ses faveurs. À sa mort, en 1642, sa fortune est estimée à 20 millions de livres, une somme astronomique pour l'époque. Il utilise cet argent pour bâtir un véritable empire personnel. Il achète des terres, des châteaux, des villes entières. Il crée le duché de Richelieu en Poitou, sur ses terres familiales, et y fait construire une ville nouvelle et un château somptueux. Il acquiert le palais cardinal à Paris, qui deviendra le palais royal après sa mort, un édifice gigantesque qu'il fait aménager avec un luxe inouï. Il y installe sa collection d'œuvres d'art, l'une des plus riches d'Europe. Tableaux de maîtres italiens, sculptures antiques, manuscrits précieux, tapisseries flamandes. Cette ostentation choque certains. Comment un homme d'Église peut-il étaler une telle richesse? Richelieu ne s'en soucie guère. Il considère que sa fortune est proportionnelle à son pouvoir et qu'elle contribue à son prestige. Il reçoit dans ses palais avec une pompe quasi royale, entouré d'une cour de clients, de serviteurs, de protégés. Il utilise aussi son argent comme outil politique. Il prête de l'argent au roi pour financer la guerre, se rendant indispensable. Il achète la loyauté de nobles en leur offrant des pensions ou en rachetant leurs dettes. Il finance des opérations d'espionnage que le Trésor royal ne pourrait pas assumer. Sa richesse privée et sa fonction publique sont complètement imbriquées. La relation entre Richelieu et Louis XIII est complexe et contradictoire. Ce n'est ni une amitié, ni une simple relation de subordination. Louis XIII n'aime pas particulièrement Richelieu. Il le trouve arrogant, autoritaire, trop sûr de lui. Le roi supporte mal de voir son ministre prendre autant de place, éclipser sa propre figure. À plusieurs reprises, il envisage de le renvoyer, notamment après la journée des dupes. Mais à chaque fois, Louis XIII recule, parce qu'il reconnaît que Richelieu est indispensable. Le cardinal possède une capacité de travail prodigieuse, une vision stratégique claire, une détermination inébranlable. Louis XIII, lui, est souvent malade, sujet à des crises de dépression, indécis. Il a besoin de quelqu'un qui prenne les décisions difficiles, qui assume les impopularités, qui tienne le gouvernement d'une main ferme. Richelieu, de son côté, fait tout pour maintenir cette relation. Il prend soin de toujours présenter ses décisions comme des exécutions de la volonté royale. Il rédige des rapports détaillés pour Louis XIII, lui demande formellement son avis, même quand la décision est déjà prise. Il organise une mise en scène du pouvoir où le roi reste au centre, même si c'est le cardinal qui dirige, effectivement. Cette façade est cruciale. Richelieu sait qu'il ne peut gouverner que tant qu'il a la confiance du roi. S'il donne l'impression de vouloir remplacer Louis XIII ou de le traiter avec mépris, il sera immédiatement renversé. Il joue donc un jeu subtil, être le véritable maître sans jamais en avoir le titre ni l'apparence. Les deux hommes passent énormément de temps ensemble. Lors des campagnes militaires, ils vivent dans le même camp. Lors des déplacements, ils voyagent côte à côte. Ils travaillent ensemble sur les dossiers d'État, discutent des nominations, des traités, des stratégies. C'est une collaboration étroite mais tendue, marquée par un respect mutuel et une méfiance permanente. En 1642, Richelieu a 57 ans et sa santé se dégrade rapidement. Il souffre de multiples affections. Abcès, hémorroïdes, fièvre récurrente, difficultés respiratoires. Il continue pourtant à travailler avec acharnement, refusant de ralentir le rythme. Il dicte des lettres depuis son lit, reçoit des rapports, donne des ordres. Même mourant, il veut tout contrôler. En novembre 1642, son État empire brutalement.
Il ne peut plus se lever, respire avec difficulté, délire par moments. Les médecins n'y peuvent rien. Le 4 décembre 1642, Richelieu meurt au palais cardinal. Louis XIII est à ses côtés. Le roi pleure, même s'il ressent probablement aussi un soulagement. Richelieu lui lègue sa bibliothèque et son palais cardinal. Il désigne comme successeur le cardinal Mazarin, un Italien qu'il a formé et qui continuera sa politique. La nouvelle de sa mort provoque des réactions contradictoires. Le peuple parisien, qui le détestait pour les impôts et la répression, célèbre. Des pamphlets injurieux circulent, on insulte son cadavre. La noblesse respire, pensant que l'absolutisme va s'assouplir. Mais les ennemis de la France sont consternés. À Madrid, on comprend que même mort, Richelieu a organisé la victoire française. Louis XIII lui survit à peine 5 mois. Le roi meurt le 14 mai 1643, à 41 ans seulement. Son fils, Louis XIV, n'a que 4 ans. Anne d'Autriche, que Richelieu avait toujours tenue à distance, devient régente. Elle nomme Mazarin principal ministre, validant ainsi le choix de Richelieu. La politique du cardinal continue sans interruption. Richelieu transforme radicalement la France en 18 ans de pouvoir. Quand il arrive au gouvernement en 1624, le royaume est affaibli, divisé, menacé par l'Espagne. Les protestants contrôlent des places fortes, les nobles conspirent librement, le pouvoir royal est contesté de toutes parts. Quand il meurt en 1642, la France est en passe de devenir la première puissance européenne. Il brise définitivement le pouvoir politique et militaire des protestants français. Après La Rochelle, les Huguenots conservent leur liberté de culte mais perdent toute autonomie. Ils deviennent des sujets ordinaires du roi. Ce problème qui empoisonnait la France depuis plus de 50 ans est réglé. Il soumet la noblesse à l'autorité royale. Les grands seigneurs qui pouvaient auparavant défier le roi, lever des armées privées, comploter impunément, sont soit exécutés, soit exilés, soit réduits au rôle de courtisans dociles. Les duels sont interdits, les forteresses privées démantelées, les gouverneurs de province remplacés par des intendants royaux. Il établit les fondements de l'absolutisme français que Louis XIV portera à son apogée. L'idée que le roi détient son pouvoir de Dieu seul et ne doit rendre compte à personne devient une doctrine d'État. Les parlements, les États provinciaux, tous les corps intermédiaires qui limitaient le pouvoir royal sont marginalisés. Il transforme la position internationale de la France. L'alliance avec les protestants allemands et suédois brise l'encerclement des Habsbourg. La guerre contre l'Espagne, même si elle se poursuit après sa mort, aboutira au traité des Pyrénées en 1659 qui consacre la domination française. Le système diplomatique qu'il met en place, fondé sur l'équilibre des puissances et la raison d'État, servira de modèle pendant des siècles. Il crée les instruments modernes de l'État, une bureaucratie centralisée, un réseau d'espionnage, une machine de propagande, une marine de guerre, des ambassades permanentes. Avant lui, le gouvernement français fonctionnait de manière artisanale et personnelle. Après lui, c'est une machine administrative qui continue à tourner indépendamment des individus. Mais ce bilan a un coût terrible. La politique de Richelieu écrase le peuple français. Les impôts triplent en 20 ans. Les révoltes paysannes sont noyées dans le sang. Des régions entières sont ruinées par la guerre et les levées de troupes. La France devient puissante à l'extérieur, mais saigne à l'intérieur. Cette contradiction alimentera les troubles de la Fronde quelques années après sa mort. Ce qui distingue Richelieu des autres hommes d'État de son temps, c'est sa méthode. Il ne gouverne pas par improvisation ou par coup, mais selon un plan cohérent qu'il suit obstinément pendant 18 ans. Il définit des objectifs clairs, identifie les obstacles et les élimine méthodiquement, un par un. Il refuse tout sentimentalisme. Quand il faut exécuter un noble qui a conspiré, il le fait sans hésiter, même si c'est un ami ou un protégé. Quand il faut s'allier avec des protestants contre des catholiques, il le fait sans état d'âme. Il répète constamment que l'intérêt de l'État prime sur tout le reste, les liens personnels, les convictions religieuses, les traditions, l'opinion publique. Cette froideur fait de lui un homme haï de son vivant. On le traite de tyran, de traître, de monstre d'ambition. Les pamphlets qui circulent contre lui sont d'une violence inouïe. On l'accuse de tous les crimes, on invente des histoires sordides sur sa vie privée,
On le présente comme un démon incarné. Richelieu en souffre, même s'il ne le montre jamais publiquement. Il compense cette impopularité par un travail acharné. Il dort peu, travaille 15 à 16 heures par jour, lit tous les rapports, corrige tous les documents importants de sa main. Il veut tout contrôler personnellement parce qu'il ne fait confiance à personne. Cette obsession du contrôle finit par épuiser son corps déjà fragile. Il est aussi extrêmement cultivé. Il collectionne les livres, protège les écrivains, s'intéresse aux arts, aux sciences, à la philosophie. Son palais devient un centre intellectuel où se réunissent les esprits les plus brillants de l'époque. Il veut que la France domine non seulement militairement, mais aussi culturellement. L'Académie française qu'il fonde en est l'illustration parfaite. Après sa mort, Richelieu devient une figure mythique, utilisée par tous les camps politiques pour justifier leur propre position. Les absolutistes en font le modèle du serviteur de l'État, prêt à tout sacrifier pour la grandeur du royaume. Les révolutionnaires le présentent comme un tyran qui a écrasé le peuple pour servir le despotisme royal. Les nationalistes le célèbrent comme l'artisan de la puissance française. Les pacifistes le condamnent pour avoir prolongé inutilement la guerre de 30 ans. Napoléon Bonaparte admire Richelieu et se réclame de lui. Il voit dans le cardinal un modèle de dirigeant capable de transformer radicalement un État par sa seule volonté. De Gaulle, au XXe siècle, se réfère également à Richelieu quand il parle de raison d'État et de grandeur française. La figure du cardinal traverse les siècles comme symbole d'un pouvoir fort, centralisé, indifférent aux critiques. Les historiens débattent encore aujourd'hui de son bilan. Certains le présentent comme un génie politique qui a sauvé la France du chaos et de l'invasion étrangère. D'autres le décrivent comme un autocrate brutal qui a étouffé les libertés et instauré un système oppressif. La vérité, comme souvent, se situe entre les deux. Richelieu n'était ni un saint ni un monstre. C'était un homme pragmatique, intelligent, impitoyable quand nécessaire, qui a compris avant beaucoup d'autres que la politique moderne exige de mettre l'efficacité avant la morale traditionnelle. Il a inventé ce qu'on appellera plus tard la realpolitik, cette doctrine selon laquelle les États doivent agir selon leurs intérêts et non selon des principes abstraits. Sa vie démontre qu'un individu, par sa détermination et son intelligence, peut effectivement changer le cours de l'histoire. Sans Richelieu, la France de Louis XIII aurait probablement sombré dans la guerre civile ou serait devenue un État satellite de l'Espagne. Sa politique a permis à Louis XIV de régner sur la plus grande puissance européenne. Le roi Soleil n'aurait jamais pu briller sans le travail préparatoire du cardinal. Richelieu a dirigé la France pendant 18 ans sans jamais être roi, sans même être officiellement Premier ministre au sens moderne. Son titre officiel était principal ministre d'État, une formule vague qui ne reflétait pas l'étendue réelle de son pouvoir. Il était un cardinal de l'Église catholique qui menait une politique souvent contraire aux intérêts du Vatican. Il était un noble de province qui a humilié les plus grandes familles de France. Il était un homme malade et faible physiquement qui a tenu tête aux plus puissants souverains d'Europe. Cette contradiction entre ce qu'il était formellement et ce qu'il était réellement caractérise toute sa carrière. Il a exercé un pouvoir royal sans porter la couronne, gouverné la France sans être français de souche, sa famille était d'origine récente dans la haute noblesse, imposé sa volonté sans jamais commander d'armée au combat. Il a été l'homme de l'ombre qui dirigeait vraiment, pendant que Louis XIII incarnait publiquement le pouvoir. Son génie a été de comprendre que dans un système monarchique, le véritable pouvoir n'appartient pas nécessairement au roi, mais à celui qui contrôle l'information, les décisions quotidiennes, les nominations, les finances. Il a construit une machine administrative qui fonctionnait selon sa volonté, tout en maintenant l'illusion que tout venait du roi. C'était un jeu d'équilibriste permanent, et il l'a maintenu jusqu'à sa mort. Quand on regarde l'histoire de France au XVIIe siècle, on parle du règne de Louis XIII, puis du règne de Louis XIV. Mais entre 1624 et 1642, c'est Richelieu qui a vraiment régné. Il a pris les décisions stratégiques, nommé les généraux, signé les traités, condamné les conspirateurs, levé les impôts, défini la politique étrangère. Louis XIII régnait, Richelieu gouvernait. Et c'est Richelieu qui a façonné la France moderne. L'histoire a retenu son nom, mais elle a souvent oublié l'ampleur de son action. On se souvient du cardinal en robe rouge,
de l'éminence grise, des complots et des exécutions. On oublie qu'il a fondé la marine française, créé des compagnies commerciales pour concurrencer les Hollandais et les Anglais, encouragé la colonisation du Canada, réorganisé l'université, standardisé les poids et mesures, rationalisé le système judiciaire. Il ne s'est pas contenté de faire de la politique, il a transformé l'État français dans tous ses aspects. Son testament politique, rédigé dans les dernières années de sa vie, résume sa philosophie. Un État fort dirigé par un roi absolu, assisté de ministres compétents, nommés pour leur talent et non pour leur naissance, appliquant une justice égale pour tous sans privilège de classe, menant une politique étrangère fondée sur les intérêts nationaux et non sur l'idéologie religieuse. C'était une vision révolutionnaire pour l'époque, et elle mettra plus d'un siècle à se réaliser complètement. Richelieu est mort sans voir la victoire sur l'Espagne qu'il avait préparée. Il est mort détesté par une large partie du peuple français qui l'accusait de tous les maux. Il est mort sans héritier direct, sans dynastie à lui. Mais il a laissé une France unifiée, centralisée, puissante, prête à dominer l'Europe pendant un siècle. Il a créé le modèle de l'État moderne, avec son administration, sa diplomatie, son armée permanente, sa raison d'État. Il a démontré qu'un royaume ne se gouverne pas avec des sentiments ou des traditions, mais avec de la méthode, de la détermination et une vision à long terme. C'était un homme du XVIIe siècle qui a inventé des outils politiques qu'on utilise encore aujourd'hui. Les services secrets, la propagande d'État, la bureaucratie centralisée, la diplomatie professionnelle, tout cela vient en grande partie de lui. Il a compris que le pouvoir moderne repose sur l'information, le contrôle administratif et la capacité à imposer une vision unique à un territoire entier. C'était, au fond, le premier homme politique moderne dans un monde encore médiéval. Voilà qui était vraiment le cardinal de Richelieu. Pas seulement le ministre de Louis XIII, mais l'architecte de la France moderne, l'homme qui a dirigé vraiment pendant que d'autres portaient la couronne.